Salut, salut et bienvenue sur le Squigard. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une analyse méta. Cette fois-ci, on va parler de la Légion du Premier Prince. D'habitude, on parle de factions qui ont des Battle Tomes. La faction qu'on va voir aujourd'hui, elle est un peu particulière. En effet, si vous cherchez la faction dans un Battle Tome, vous ne la retrouverez pas. Elle est disponible dans le supplément Be'lakor de la campagne Broken Realms. En termes de règles, cette faction, c'est la Légion de Be'lakor. Ça veut dire que vous pouvez jouer tous les démons du chaos qui ont le mot-clé Korn, Sinch, Slanesh, Norgul ou Unified. Il y a plusieurs règles propres à cette sous-faction. Donc déjà, évidemment, vous pouvez jouer tous les démons en même temps, et ils vont bénéficier de règles qui ne sont pas celles du Battle Tome. Donc si vous jouez Korn, vous n'avez pas la team de sang, si vous jouez Démon de Slanesh, vous n'avez pas toutes les aptitudes liées au locus de diversion, vous avez à la place d'autres règles. La première règle, elle concerne Be'lakor. Si vous avez Be'lakor sur le champ de bataille, et qu'il est entièrement à 18 d'unités, de sanguinaires, de démonettes, de porte-peste et d'horreur, alors vous avez la relance des touches. De plus, lorsque Be'lakor subit une blessure et qu'il est à 9 pouces ou moins d'unité de démon, il peut renvoyer cette blessure sur l'unité de démon en question sur un 4+. Si Be'lakor est votre général, vous avez également la possibilité de lancer un dé pour chaque unité de sanguinaire, porte-peste et démonette sur le champ de bataille, et sur un 3+, de faire revenir des 3 modèles dans cette unité-là. Tous les démons de la faction ont une protection à 6+, vous avez également une aptitude d'allégeance qui vous permet de faire de l'invocation. Ça se passe de la manière suivante. Vous choisissez un héros, puis vous lancez 3d6 à la fin de la phase de mouvement. Sur un 10+, vous allez invoquer des démons en fonction du mot-clé du héros choisi. Si c'est un héros de Khorne, vous invoquez 10 sanguinaires, un héros de Norgul, 10 porte-peste, un héros de Slanesh, 10 démonettes, un héros de Tsinch, 5 horreurs, et si c'est Be'lakor, vous pouvez invoquer des furies ou n'importe quel autre démon issu d'un dieu. Donc ça, c'était concernant les aptitudes d'allégeance. La composition de la liste qu'on va voir aujourd'hui est la suivante. Nous avons Be'lakor, un buveur de sang de rage, Kéros, un prince démon corne, 3 unités de porte-peste, une unité de flèche-hound, le sort persistant Umbral Spell Portal et le sort persistant Emerald Life Swarm. Le général, c'est le buveur de sang, avec le trait de commandement Ruinous Aura, qui permet à toutes les unités entièrement à 8 pouces de ce héros d'avoir non pas une protection à 6+, via l'aptitude d'allégeance, mais une protection à 5+. Il possède également un artefact, qui est l'armure du pacte, qui lui permet de relancer tous les jets de sauvegarde. Bien, maintenant que je vous ai globalement présenté comment la liste fonctionnait, on va voir avec un joueur expérimenté, plus en profondeur cette liste, afin qu'on puisse analyser ses points forts et ses points faibles, pour que vous puissiez la comprendre avec plus de précision. Et donc voilà, comme prévu, on se retrouve cette fois-ci pour une interview sur la liste Légion du Premier Prince avec Nicolas Rassos. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors comme d'habitude, voilà, Nicolas, c'est pas le premier à passer. Alors c'est un joueur de l'équipe belge, il va vous en dire plus. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Quel est ton parcours dans AOS? Comment as-tu commencé le Wargame et quelle est l'armée que tu joues en ce moment? D'accord. Bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Nicolas, je suis un des joueurs en Belgique. Actuellement, je suis le coach, ouais, plutôt capitaine technique de l'équipe de Belgique. J'ai commencé le Wargame, donc je vais pas dire AOS parce que j'ai commencé bien avant, il y a 19 ans maintenant. Ouais, j'ai commencé extrêmement jeune et j'ai directement commencé AOS, pas à la sortie, mais on va dire avant la V1, quand il y avait pas encore toutes les règles un peu folkloriques ont disparu. Hem Et sinon, actuellement, je joue quand même pas mal, la Légion of the First Prince. Là, je commence un peu à jouer Knighthood, mais ça, c'est encore test. Voilà. Ok, ouais, bah, ça tombe bien que tu joues la Légion du First Prince en ce moment, parce que c'est l'armée dont on va parler là, pendant 3 quarts d'heure, je pense. Alors, moi, je suis au courant que tu joues bien l'armée, puisque j'ai pris une tôle monumentale contre toi le week-end dernier à Tourcoing en tournant en équipe. Donc, c'est d'ailleurs la liste que tu vas nous présenter aujourd'hui, c'est la liste avec laquelle on s'est affronté. Est-ce que tu peux nous parler plus en précision de la liste? Parce que moi, j'ai pris le temps de présenter aux gens globalement comment la faction fonctionnait, mais j'ai pas le bagage nécessaire et l'analyse pour expliquer en précision comment la liste est censée fonctionner et comment toi, tu l'as construite et quelle était l'idée derrière ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus afin qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne? Donc, c'est une armée qui est extrêmement basée sur un gameplay de contrôle. C'est pratiquement que ça. Donc c'est une armée qui a très peu de létalité, qui a quand même un control map qui est assez, très correct. Très correct via aussi ses invocations, parce que ça j'y reviendrai peut-être après, mais elle a un gros potentiel d'invocation. Et voilà, c'est vraiment le principe de bellacoriser une unité adverse qui est force. Donc c'est vraiment bloquer pendant un, si pas 2 rounds, une unité, importante pour l'adversaire. Jouer sur démon majeur de Khorne qui là est général,
Donc il faut savoir que toute l'armée, c'est la règle d'allégeance de l'armée, que toute l'armée a une ward à 6+, donc tous les démons, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le trait général du démon majeur, la ward devient à 5+, dès que les unités sont entièrement whippées de lui. C'est un peu comme si tout le monde avait l'ancienne version de l'allumette, mais version, avec, on peut mettre Kéros dedans, le prince démon, des unités, qui n'ont pas spécialement qui n'ont pas de ward, pas beaucoup de résistance de base, qui font passer la ward à 5, ce qui rend vraiment assez tanky. Et avec le démon majeur de Khorne, en l'occurrence, on a l'artefact de l'armure, Armure of the Pact, qui fait que lui-même peut reroll les sauvegardes d'armure. Donc on est quand même sur un bestiau qui a quand même 14 PV, c'est reroll, c'est la 4 de base, mais reroll avec tous les plus impossibles, donc les points de co, l'action héroïque, et le sort bouclier mystique. Ça peut vraiment aller loquer une unité adverse, si pas plusieurs, pendant très longtemps en partie, ce qui le rend assez infernal. On a d'accord, je reviendrai juste après. Je finis d'abord, par rapport à Kairos. Kairos, c'est, un peu la boîte à outils, enfin, il contre bien la magie et il apporte une bonne magie avec lui. Dans le sens où il a son sort qui fait 6 BM fat et qui permet de créer un spawn à moins de 3 pas d'unité ennemie qu'il a ciblée, c'est à condition qu'il y ait au moins un modèle qui a été tué. Ce sort-là est infernal en V3, dans le sens où maintenant, si quelqu'un veut se désengager ou faire un tir de contre-charge, s'il se prend ce sort-là, sur son unité, ou du moins je peux mettre un spawn tout près de cette unité-là à moins de 3 pas, il peut plus le faire. Ce qui offre un contrôle sur les unités où moi je peux agir à ma guise pendant la partie, sans que mon adversaire puisse me contrer en fait pendant mon tour. Le prince démon de Khorne, c'est pour un point de co, donc ça, je pense que tout le monde connaît plus ou moins, mais je le rappelle toujours, c'est pour un point de co, il dégage une aura de 18 pas. Toutes les unités ennemies qui sont dans cette 18 pas peuvent sprinter et charger, mais diviser par 2 à chaque fois leur jet. On rappelle qu'avec le point de co de faire un mouvement de désengagement, ça fait qu'une unité qui va finir un mouvement à plus de 3 pas d'une de mes unités, qui voudra d'abord charger à 3, divisé par 2 devient un 6. Le fait de faire ne serait-ce qu'un 1 au jet pour faire un mouvement de désengagement fait passer la charge de 6 à 8. Et si on fait un 4+, la charge devient plus de 12, ce qui fait que l'adversaire peut même pas charger. Donc sur un 4+, potentiellement, l'adversaire ne peut même plus charger. Ou sur un 3+, ça devient une charge à 12, ça devient à ce stade-là, ça devient juste beaucoup trop compliqué. Donc encore une fois, c'est sur un aspect de contrôle pendant le tour adverse, on va vraiment bloquer, des unités en disant: «Bah, voilà, ce que tu voulais faire à ce moment-là de la partie, tu peux pas le faire». D'accord, donc là, c'est la pièce centrale de l'armée, on va dire, où, il va pouvoir bloquer une unité ennemie, grâce à son aptitude spéciale, où pratiquement on le paye pour cette règle-là. Donc, pendant le tour au début du tour adverse, on cible une unité ennemie n'importe où sur table, il y a pas de ligne de vue ou que sais-je, mais l'unité doit être, sur la table quand même, et d'accord aussi au moment même où il active cette règle-là. À chaque début de phase, je jette un dé sur un 3+. L'unité ne peut pas faire de prière, de cast, de mouvement, de charge, et d'attaque et de tir aussi. Voilà, attaque, c'est relié au tir aussi. Donc en gros, ça casse vraiment là où c'est extrêmement fort, c'est que ça a souvent bloqué des secondaires de votre adversaire. Imaginons votre adversaire veut simplement faire une course avec 3 unités. Donc, comme c'est son tour à lui, il va activer d'abord ses règles à lui, donc l'action héroïque et l'action secondaire. C'est au début de son tour. Et après, nous, on va interagir au début de son tour pour appliquer cette règle-là en disant voilà, tu voulais par exemple sprinter avec ton héros là, soit un 3+, il pourra pas sprinter, du coup, ça casse ton outil secondaire. Et potentiellement ce qu'il voulait faire aussi avec. C'est un exemple, mais c'est un exemple qui arrive assez fréquemment, par exemple. Donc encore une fois, on va un peu gruger notre adversaire en lui disant: «Voilà, tu peux pas faire tes secondaires, tu peux pas aller prendre cet objectif-là parce que tu l'avais prévu, tu peux pas me rentrer dans l'art parce que c'est un peu anti-alpha strike ou que sais-je», où on se dit: «Voilà, mon adversaire il a une grosse unité qui peut littéralement me raser mon armée», et ben, ce tour-ci, il pourra pas le faire. À savoir que Bellator aussi, là où il rejoint un peu le système de lock du rage, qui fait qu'il est aussi extrêmement résistant à cette allégeance-là, c'est qu'il a une petite règle supplémentaire. Donc il faut savoir que Bellator, c'est quand même 14 PV, CEVA 4 éthéré.
Donc de base, ça s'arrête là, mais dans son allégeance, il a donc déjà une ward assist comme tous les démons de l'allégeance. Mais ça, limite, on s'en fout un peu parce que ce qui est super important avec lui, c'est qu'il a une règle qui fait qu'il peut transférer les PV qu'il subit sur un rayon de 9 pas. 9 pas, c'est extrêmement grand. Et il le fait sur un 4+ aux unités de démons mineurs, comme j'aime bien les appeler. Donc les démons mineurs que j'aime bien les appeler, c'est les Plague Bearers, les Démonettes, les Blue Litters et les Aurores. Et pas les Fleshwounds, les Furies, pardon. Il peut transférer sur ces petites unités de démons-là les points de vie qu'il perd sur un 4+. Donc il annule les PV, il annule les dégâts sur 4+ grâce à sa sauvegarde éthérée. Et il annule encore les dégâts qu'il subit avec le transfert de PV. Quand on fait le transfert de PV, il peut plus le faire de war, bien sûr. Mais du coup, il annule pratiquement 75% des dégâts qu'il encaisse, alors que le gars, il a quand même 75 PV. Il a quand même 14 points de vie, ce qui le rend aussi très résistant. Peut-être potentiellement un peu moins que le rat, je pense, mais il est très solide. Donc on a 2 gros monstres qui peuvent potentiellement loquer plusieurs unités lors d'un même tour, juste en se positionnant dessus, sans avoir à jouer sur les règles spéciales de l'armée. Donc très contrôle, comme je disais. On a très peu de létalité, mais mine de rien, ça va, comme on encaisse terriblement bien, on va un peu au fur et à mesure, un peu comme la technique de Nurgle actuellement, c'est on va un peu frapper au fur et à mesure de la partie l'adversaire. Ouais, bataille que j'ai pris, donc 5 Fleshhound et 3 fois 10 Plague Bearer. J'ai pas mis de ping parce que c'était un peu ma liste de tournoi en équipe, donc je m'étais un peu privé des aurores. Mais après réflexion, j'en suis pas mécontent, parce que comme elles ont pris un gros up en points, elles sont quand même passées à 250 points, ça rend assez difficile à en mettre plus d'une. Mais là où c'est intéressant, c'est que les 3 fois 10 Plague Bearer, c'est quand même à chaque fois 20 PV par pack. Donc c'est quand même des sacs à PV qui sont quand même assez pénibles à gérer pour l'adversaire. Encore plus au tir, parce qu'il y a quand même un moins hit contre le tir. Là où c'est intéressant, c'est que on y a moyen de jouer avec moins d'unités qui peuvent transmettre les PV de Be'lakor, en fait. On va avoir une, c'est pas deux potentiellement, mais ça va un peu dicter notre gameplay de jeu, où est-ce que Be'lakor va aller. Ce qui est un peu un défaut, parce que là, maintenant, grâce au fait d'avoir 3 fois 10 Plague Bearer, on peut vraiment s'amuser à mettre une unité là, une unité au milieu, une autre unité plus ou moins à la droite. Et quoi qu'il arrive, votre Be'lakor peut se balader où il veut sur la table, du coup, tout en ayant à chaque fois au moins une unité à qui il peut transférer les points de vie qu'il perd, en fait. C'est peut-être pas intuitif au moment où on crée sa liste, quand on n'a pas encore joué l'armée, mais pendant la partie même, ou au fur et à mesure, on découvre qu'on a bien joué, on n'a qu'une seule unité d'aurore, imaginons, et 2 fois 5 Fleshhound d'à côté, et ben, ça va vraiment limiter le mouvement de votre Be'lakor, à condition qu'on rate nos invocations, parce qu'après, il y a aussi le principe des invocations. Donc, les invocations dans cette armée-là, ce que j'ai pas encore expliqué, c'est qu'à chaque fin de phase de mouvement, on désigne un de nos héros qui peut invoquer une unité. Donc ça se fait sur un jet à 3d6. Si on fait 10 ou plus, on invoque une unité. Si on fait un double, on prend une BM. Si on fait un triple, on prend des 3 BM. Que ce soit réussi ou raté. Les invocations qu'on peut avoir, c'est si on joue, par exemple, dans ma liste, je joue Kéros. Kéros, il est marqué de Dinch. Il peut invoquer seulement 5 Pink Aurore. Le démon majeur les héros de Korn peuvent invoquer du coup 10 Blue Litters. Un démon de Nurgle peut invoquer 10 Plague Bearer. Un démon de Slaanesh peut invoquer 10 Démonettes. Et subtilité, Be'lakor peut invoquer les 4 qu'il veut, et aussi 6 Furies s'il veut. Enfin, et aussi. Ou alors 6 Furies, pardon. T'as bien aimé les Furies. Ouais, non, les Furies. Non, mais voilà, je te laisse un peu présenter la liste, mais là, en gros, parce que voilà, Nicolas a fait le tour de comment ils fonctionnaient. Il y a aussi les portails, si je me souviens bien, que Oui. tu jouais, pour que le sort de Kéros y passe virtuellement à portée 37. Alors, globalement, en effet, quand on lit ta liste, Nicolas, enfin, moi, en tout cas, c'est un peu le raisonnement que j'ai eu quand j'ai pris ta liste. Tu regardes la liste, tu fais bon. Il y a des porte-pestes, les porte-pestes, ça tape pas. Be'lakor et le buveur, ça tape pas très fort. Et Kero, ça tape pas très fort non plus. Sauf qu'après, tu poses tes figurines sur la table, tu fais tes bulles, tu commences à faire tes invocations. Et là, alors, moi, je suis un joueur SOB, donc généralement, c'est la question que se pose mon adversaire, plutôt que moi. Mais là, je me suis retrouvé dans une question où je me suis dit, mais attends, comment je gère ce qu'il y a en face? Parce que alors, de prime abord, tu tapes pas très fort, mais on est quand même avec un prince démon. Moi, les princes démons, j'en ai affronté deux au tournoi où on s'est croisés, parce que le tien et un autre. Il y en a un qui m'a mis 12 BM, depuis je fais attention. Donc on n'est pas sur des listes qui sont pas non plus en défense.
Et surtout, comme tu as dit, en termes de contrôle, la Légion du Premier Prince, c'est super dangereux. Parce que tu as plusieurs outils de contrôle. Tu as Kyros, qui peut mettre un Chaos Spawn sur des unités de tir, et donc sur des armées, au hasard, la plus facile à expliquer, sur les luminettes, tu mets un Chaos Spawn dans 30 archers, ils doivent tirer dessus, ils perdent un tour, et ils peuvent pas contrecharger. Et quand les archers luminettes ne contrechargent pas, autant dire que tu joues une armée morte. Après, tu as Be'lakor. Be'lakor qui est plutôt là pour gérer les grosses unités, qui sont à 500 points. Au hasard, un mec à Gargan. Et ce qui se passe, c'est que euh, avec Be'lakor, il y a des joueurs, ils font l'erreur. Ou alors, peut-être le mauvais choix, mais souvent, les joueurs qui jouent Be'lakor, ils vont le cramer au premier tour. Pour essayer de bloquer l'avancée de quelqu'un, ou parce qu'ils estiment que c'est le moment opportun. Toi, tu m'as pas fait ça. Et comme tu m'as pas fait ça, j'ai oublié que tu l'avais pas fait. Et je me suis retrouvé T3 quand tu m'as annoncé Be'lakor à me dire ah ouais, mais attends, là c'est chaud. Donc en fait, Be'lakor, le fait de l'avoir dans l'armée, alors dans n'importe quelle armée, c'est une énorme pression. Mais le fait de l'avoir dans la faction où il est censé être joué thématiquement, c'est encore plus de pression parce que, il meurt jamais. Parce que tous les dégâts que tu lui envoies sont envoyés sur les démons, et qu'avec sa bravoure à 10, niveau soin, c'est assez énervé, surtout qu'il est en déterré. Donc on peut pas se dire qu'on va le sécher avec Red-3, faut vraiment le saturer. Et la saturation, on en a plus trop en ce moment sur AOS. Et deux, il invoque tout et n'importe quoi. Euh, et quand tu commences à invoquer en Légion du Premier Prince, c'est très compliqué de s'en sortir pour ton adversaire. Moi, pour l'avoir vécu, quand t'as posé les 5 pinks au milieu de la table, j'ai vite compris que ça allait être compliqué de reprendre le contrôle de la map. Donc voilà, c'est vraiment une armée que moi je trouve, la Légion du Premier Prince, qui a peut-être pas autant de contrôle que des listes qu'on pouvait trouver en V2, ou qu'on trouve encore aujourd'hui, comme les gens qui jouent 120 zombies ou 60 Ouroboros qui vont vomir des figurines sur la table, et donc en fait vont forcer l'adversaire à gérer ça. En Légion du Premier Prince, t'as moins de PV. Alors par contre, t'as des outils de contrôle parallèles qui sont très dangereux et que seule cette armée-là possède. Et donc, dans le, dans la dynamique de créer ce genre d'armée, toi, comment tu t'es dit à la réflexion, en fait, comment tu t'es aperçu que la Légion du Premier Prince était capable de gérer des armées top méta, malgré le fait que de prime abord, quand on lit une liste Légion du Premier Prince, on trouve pas forcément ça super impressionnant. Hem, Bah, en fait, il suffit de voir tous les war scrolls des démons, enfin, c'est là où c'est assez marrant, c'est que je vais prendre un exemple, les Blade of Corn, en particulier, je crois que c'était au début V2 où on avait les packs de 30, où avant, on voyait vraiment les démons de Corn, par exemple, étant hyper létals, qui font beaucoup de Ouais, BM, ou ça, c'est vraiment très vieux, mais tu avais 30, Blue Eater qui te faisaient, 120 BM, ou Skarbrand, rien que Skarbrand. Aujourd'hui, on se dit Skarbrand, c'est l'un des meilleurs tueurs du jeu, mais dans cette armée, il est pas aussi fort. Parce que je prends l'exemple de plus flagrant, encore c'est Skarbrand, je le joue pas et je sais que si je le joue, il sera pas bon. Enfin, il peut être bon, mais quand on voit que dans son propre allégeance, il est pratiquement 3-4 fois plus létal ouais, tu parce manques de qu'il te dîmes en frappe, fait. c'est pas que les dîmes, mais oui, entre autres, il y a les dîmes, il y a le fait qu'il peut frapper 2 fois dans son allégeance, il y a les héros mortels, c'est ça qui est important, c'est les héros mortels, en fait, quand on regarde c'est pour ça que je parle des War Scrolls, quand on regarde les War Scrolls des armées, du chaos, ce sont souvent les mortels qui vont buffer létalement les unités, en fait. Ouais. Là où c'est pas le cas avec les démons, en fait. Et par exemple, je prends l'exemple du Sécrator qui donne plus un attaque, les Rois Longers qui donnent aussi plus un attaque. Tous ces outils-là, dans une armée de démons polythéistes, on ne l'a pas, en fait. Donc quand on regarde les profils des démons, on fait OK, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai Kairos qui est une unité très contrôle. J'en ai pas parlé, mais je peux avoir aussi j'ai oublié son nom, le masque. Le masque Ouais. aussi, il peut être une unité contrôle avec le pain de 6 et qui est quand même résistant pour un petit héros. Donc en fait, on va compiler tous ces war scrolls, il y en a beaucoup, hein, c'est quand même tous les démons, du jeu à quelques exceptions près. Heu, c'est pas des unités qui sont létales de base et ce sont des unités qui ont soit beaucoup de points de vie, les aurores, les plague bearers, ou alors, qui ont des règles très spécifiques qui font que goupillés ensemble, ça devient très contrôle, en fait. On le voit pas directement en lisant qu'un seul War Scroll, c'est vraiment dans l'ensemble et au moment où on commence à créer l'armée qu'on le voit, en fait. Ouais, t'as beaucoup de synergies qui sont surprenantes. Moi, la faction, voilà, je connais les règles, les War Scrolls, je vois à peu près ce qu'ils font, mais le rapprochement, tu le fais pas forcément.
Parce que, par exemple, tu joues un buveur, quel buveur de sang? Qui est le buveur de sang de rage, je crois, celui qui fait des... Enfin, voilà, c'est celui qui fait des BM en zone sur un 6 à la blessure. Euh, En corne, il est menaçant, mais il est un peu au pif, dans le sens où si tu fais pas ton 6 naturel, bah tu fais pas tes BM et tant pis pour toi. Quand j'ai joué contre toi et que tu as commencé à faire le jet de blessure, j'ai eu cette réalisation terrible et effrayante que tu avais Kéros derrière. Et donc ça veut dire que si tu fais pas de 6 ou juste que t'en fais qu'un seul, tu peux changer de choisir un dé. Enfin, tu peux choisir de changer un dé. Et donc de passer de 0 ou 2 ou 3 6, voilà. Donc de rajouter un 6 en fait dans ton pool de jet de blessure. Et donc ça veut dire que si tu as de la chance à un moment donné que tu fais un ou deux 6, tu peux en faire un troisième, donc ça fait 12 BM en zone, ou que si à un moment donné tu as besoin de faire 4 BM maintenant tout de suite en zone, tu peux choisir de les faire. Et ça en fait c'est spectaculaire en termes d'anticipation de jeu, parce que du coup, des choses qui toutes seules sont pas très fortes, ou alors sont pas fiables, bah le deviennent. Enfin, Kéros, son problème c'est qu'il est fragile. Euh, en Légion du Premier Prince, t'as des porte-peste, et les porte-peste, s'ils ont des problèmes de War Scroll, bah il y en a un qu'ils ont pas, c'est le fait d'être fragile. Donc tu peux les mettre devant pour protéger Kéros. Euh, Bellacore, c'est une figurine qui est rapide, qui va très vite, donc tu peux contrôler la table malgré le fait que tu aies des porte-pèse qui eux sont un peu lents. Donc ça, pareil, ça se rajoute et ça vient en fait compléter tous les défauts des unités que tu peux jouer. Et donc, en fait, quand tu fais le mix, je pense qu'en effet, les gens du Premier Prince, tu as une espèce de synergie que tu retrouves dans aucune autre faction, parce que c'est une somme de synergies qui sont un peu auxiliaires et qu'on trouve pas forcément lorsqu'on va jouer des aptitudes d'allégeance comme celle de Corne de Slanesh. Tout à fait, tu as extrêmement bien dit la chose. Je t'avoue, j'ai complètement oublié le dé de Kéros. C'est anodin, mais c'est tellement ancré dans mon style de jeu que j'ai Ouais. oublié. Mais voilà, typiquement, tu as très bien mentionné, la combo Kéros avec le rage est extrêmement forte. Ça arrive une fois par partie, mais c'est là où l'adversaire, tu en parlais là tantôt, déjà tu as un stress avec Bellacore qui te va être en quelque sorte omnipotent parce qu'il est trop difficile à tuer et il lâche sa règle comme il veut, le garçon. Et derrière, tu as le rage. Si ton adversaire joue de manière un peu paquet, il peut se prendre un 6 sur le Ouais. jet pour blesser, plus Kéros. Pour citer un exemple que j'ai déjà fait à une finale de tournoi en Belgique il y a quelques temps contre un ogre, où j'avais réussi au round 1. Donc en fait, le round 1, il avait avancé avec tous ses ogres. Et je pense que mon adversaire n'avait pas pris conscience du fait que le rage avait cette capacité de faire, pardon, de faire une énorme AOE ainsi. J'ai fait un 6 sur un de mes jets, j'ai rajouté encore un 6 avec le dé de Kéros, et j'ai tué en un tour deux de ses héros qui étaient les Butchers, je pense. Ouais. Trois fois, il avait 3 packs d'ogres, plus un mammouth, je pense, qui était apporté. On fait le compte, on avait 6 unités qui sont pris 8 BM à chaque fois. Donc 8 fois 6, ça fait un joli paquet de BM d'un coup, sans compter les dégâts de base que fait l'orage. Heu, donc tu l'as très bien dit, hein, cette règle-là, elle est un peu anti-Death Star aussi. Si maintenant votre adversaire joue autour de Bold, typiquement, ça fait extrêmement peur pour ce genre d'adversaire, en fait. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de pression en Légion du Premier Prince que t'as pas forcément dans d'autres armées contrôle, parce que généralement, les armées contrôle, ça va se consister au fait de jouer beaucoup de PV ou des unités qui vont pas mourir pour différentes raisons, par exemple, avoir des saves très hautes. Et en Légion du Premier Prince, t'as pas forcément ça. T'as un peu un mélange de tout. T'as un peu de PV, t'as un peu de résistance, mais ce qui est très oppressif, c'est la pression que l'armée va mettre. Il n'y a pas beaucoup d'armées qui peuvent mettre ce genre de pression à un adversaire. Parce que il y a tellement de choses qui peuvent venir impacter ton plan de jeu que si tu n'y penses pas, ça peut vite se retourner contre toi. Par exemple, le fait d'avoir l'artefact du buveur de sang qui fait relancer l'essai, avec Kyros derrière, qui est un des meilleurs magiciens du jeu en termes de fiabilisation, ça veut dire que tu peux passer virtuellement en 3 plus relançable. Donc, si quelqu'un veut gérer le buveur de sang, il a un peu de mal. Et encore, pour gérer le buveur de sang, il faut soit tirer dessus, donc avoir des unités de tir, ou bien le charger. Sauf que pour le charger, il faut arriver à faire son jet de charge, et justement, derrière, il y a le prince démon qui réduit la distance de charge de moitié. Sauf que si jamais il n'y a pas ça, t'as Kéros derrière qui lui peut changer un dé, et que tant que l'aptitude de Kéros n'a pas utilisée, c'est une pression supplémentaire pour l'adversaire. Ça veut dire que s'il veut charger à 3 pouces, qui est la charge la distance de charge minimum requise. Si jamais il fait 1 sur un de ses jets de dés, tu peux toi changer ce jet de dés en un deuxième 1, ça fait une charge à 2, ça passe pas. S'il y a le prince démon et que tu veux charger, si jamais tu es à 3 pouces, que tu fais un redeploy à 4 bah tu te retrouves à plus de 6 pouces, donc vu que tes charges divisées par 2, ton maximum c'est 12 divisé par 2 c'est 6,
t'es à plus de 6 pouces avec ton redeploy, parce que 4 plus 3 ça fait 7, donc tu peux plus charger. Donc c'est une pression supplémentaire. Si tu veux gérer le prince démon, faut se farcir le buveur de sang, sauf que le buveur de sang il fait des BM en zone. Et donc en fait, tant que l'adversaire qui joue contre les gens du premier prince n'a pas réussi à faire claquer aux joueurs Légion du Premier Prince ses atouts, que ce soit l'aptitude de Bellacore, l'aptitude de Kéros, ou différents sorts que tu peux utiliser pendant la partie, eh bien, tu dois prendre ça en compte. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup embêté lorsque je joue contre toi, parce que je n'ai pas réussi à faire en sorte que tu utilises tes ressources à des moments où ça me dérangeait pas trop de les perdre, pour qu'au moment opportun, j'ai plus de problème à le faire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de singulier au sein d'une armée d'AOS, je trouve. Oui, bah, c'est pratiquement la seule armée qui va plus interagir pour le tour adverse que Hmm. pour son propre tour, en fait. Ouais, très clairement. C'est Ouais. ça qui est assez. C'est vraiment un gameplay très particulier et qu'on n'a pas. Moi, personnellement, j'aimerais pas jouer contre cette armée. Ça me saoulerait que mon Ouais, adversaire c'est... puisse me dire: Ok, tu fais pas ça, tu fais pas ça. C'est pas dans le sens fun, mais dans le sens où faut y réfléchir vraiment énormément. Est-ce que maintenant je fais ça, est-ce qu'il va pouvoir me le contrer? C'est très perturbant de jouer contre, en fait, Ouais. très clairement. Parce qu'en fait, ce que tu veux faire contre un joueur en fait, ce que tu veux faire contre un joueur Légion du Premier Prince, c'est lui foncer dessus pour renverser la vapeur en termes de pression et le forcer à gérer des trucs en même temps pour qu'il puisse pas tout faire en fait. Sauf que en face, il y a des outils qui t'empêchent de le faire. Donc tu dois le faire soit avec beaucoup de chance, c'est-à-dire que tu passes des grosses charges avec la bulle du Prince Démon, ou que tu as commencé en premier et que donc il n'y a pas ce malus là, que il rate son effet avec Bellacore ou qu'il suit une autre unité. Donc en fait, ça demande de prendre un pari qui va pas forcément être payant. Donc du coup, compte tenu de tout ça, et de ce qu'on a parlé, est-ce que toi tu penses aujourd'hui que tu as des match-ups très négatifs avec les armées top tier, par exemple des armées qui peuvent te foncer dessus immédiatement, comme les Oruk, ou même certaines armées d'Author of Kane, qui peuvent envoyer Moratti et faire tirer les Bloodstalkers pour gérer les unités qu'elles ont besoin d'éliminer pour avancer leur plan de jeu correctement, ou le fait que tu aies plein d'outils de contrôle, ça éponge tous les défauts que peut avoir l'armée Légion du Premier Prince, c'est-à-dire mal encaissé, un impact phénoménal, et donc t'as pas vraiment de match-up négatif. J'ai des matchs négatifs, mais c'est pas spécialement les armées de top méta. Je prends l'exemple de Dotofken. Dotofken, où en V2, c'était un mauvais match pour moi parce que j'avais tellement de TP potentiel à faire que là, maintenant, c'est plus possible. Je peux faire qu'une seule téléportation. Ouais. Moratti n'est absolument pas un souci pour ce genre d'armée. Au contraire, on est plutôt content de jouer contre une Moratti. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait plein de parties contre Dotofken. Je crois que c'est justement l'armée avec laquelle j'ai fait le plus de parties avec cette armée-là. Euh, je crois que j'ai perdu qu'une seule fois. Et je crois même que c'était en V2, mais je suis même pas sûr. Euh, Parce que là, si maintenant, pour contrer ce genre d'armée, ce serait bien d'avoir beaucoup de potentiel de tir, mais pas qu'avec une seule unité, en Ouais. fait. Donc le pack de 15 qu'on voit maintenant au Dr. 15, on a Moratti et le pack de 15 qui sont les vraies grosses menaces. C'est extrêmement... Pour cette armée-là, c'est très bien, très gérable. Euh, La luminette, si maintenant il n'y a qu'un seul pack d'archers, c'est potentiellement un seul, c'est très facile. Ouais, puis tu peux envoyer Deux, ça Kéros, va. donc... Oui, c'est ça. Même, je peux encore le contrer avec la magie, même si j'aurais plus tendance à essayer de. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je préfère, à mesure possible, éviter de me rapporter des tirs, ne serait-ce qu'un tour, parce que voilà, Kéros, c'est infernal pour les lunettes, comme tu l'as dit tantôt, avec le sort persistant. Enfin, le sort persistant plus le sort qui invoque un spawn dans l'unité. C'est infernal pour un lunette. Euh, Oui, si je joue contre un Zinch, perso, il a pas un meilleur contrôle map, mais il va enfin oui, c'est parce qu'en fait, il y a trop de points de vie, qui vont, se mettre sur les objectifs et comme j'ai pas la létalité suffisante pour les déloger, bah, c'est pratiquement instant win, pour le Zinch. Même chose pour, les géants. Pour moi, les géants, c'est un mauvais Ouais, match-up, dépendamment du scénario, parce qu'il y a quand même les scénarios ont comme un énorme impact sur le jeu. On l'a bien vu avec ouais, toi, c'est la clair. fois passée. Pourtant, moi j'étais rouge contre toi, mais je me suis permis d'aller contre toi grâce au scénario contre lequel on a joué, en fait. Outre ça, j'aurais jamais osé. Ouais, en fait, pour ceux qui étaient pas là, pourquoi on a joué sur Marquer le territoire, donc qui est un scénario où tu gagnes immédiatement lorsque tu contrôles tous les objectifs présents sur la table. Et le déroulement de la partie a fait que tu as réussi avant moi à contrôler la table, malgré le fait qu'en fait ton armée n'est pas taillée pour tuer la mienne.
Et donc, le fait de jouer contre un géant, généralement, si tu peux pas le tuer, tu perds. Mais le scénario, il est venu tempérer ça, en fait. Et de fil en aiguille, vu que tu invoques énormément, et que même si t'es pas l'armée la plus létale du jeu, si tu t'aimais un peu, tu peux tuer un géant, bah t'as réussi à me gratter comme ça. Donc je pense qu'en effet, sur d'autres scénars où en fait le géant peut scorer tour 1, tour 2, tour 3, bah c'est un peu plus dur, en effet. Mmh. Bah, je trouve que notre partie est un excellent exemple de la vitalité de l'armée. Il m'a fallu littéralement 2 tours, même pas, on va plutôt dire, 2 rounds parce qu'il y a quand même, 3 phases de combat pour tuer un géant. Ouais. En sachant que tu t'es quand même pris 12 BM de Kairos, pendant 2 phases de héros. C'est vraiment typiquement le genre d'exemple que je trouve, assez incroyable dans le sens où voilà, on peut vraiment doser cette armée en termes d'unité via cet exemple-là. C'est quand même 35 PV. Tu t'es soigné 2 ou 3 PV, je ne sais plus. Mm. Mais voilà, c'est pour dire à quel point c'est, très peu létal et à quel point c'est difficile pour une armée comme celle-là de gérer un géant, qui fout 2 rounds pour tuer ne serait-ce qu'un seul, en fait. Non, en fait, globalement, t'as du mal à gérer les armées qui peuvent tout simplement se poser sur un objectif, et toi, bah, pour différentes raisons, tu peux pas les gérer. Par exemple, voilà, si on prend l'exemple d'un joueur Ogre, qui joue que des Stonehorn, si le joueur Ogre s'espace suffisamment pour éviter que les BM en zone touchent plusieurs de ses unités, j'imagine que c'est compliqué, compte tenu de la létalité globale de ces figurines-là, et le fait que si tu mets Bellacore sur un Stonehorn, bah, pas de bol, il en reste 4 à gérer. Encore, les tendances, ça va, tu vois? J'ai eu quelques parties où j'arrivais, où j'ai déjà joué contre l'armée où il y avait 4 Stormlords. C'était pas, le match-up le plus difficile. Pour moi, le match-up le plus difficile aujourd'hui avec cette armée-là, c'est les Idonets. Ouais. C'est pas une armée la plus, top méta du jeu, mais c'est une armée qui a tellement de menaces violentes, un peu réparties partout. Tu as 2 requins là, tu as 2 requins là, tu as l'Eidolon, tu as la tortue. Toutes ces petites unités-là qui sont toutes mobiles en plus, sont infernales dans le sens où voilà, Bellacore ne sert pas à grand chose dans ce match-là parce que son effet, je cible l'unité, imaginons la tortue ou l'Eidolon. Ça va pas suffire. Son impact est toujours beaucoup trop grand, en fait. Même chose, le rage au corps à corps contre ce genre d'unité, il va tenir pas très longtemps. Non. Et pas que au corps à corps, c'est typiquement, cette armée-là, elle a du tir. Quand on se prend à chaque fois quelques tirs de requin par-ci par-là, plus la tortue éventuellement, bah, il aura déjà perdu 7 PV facilement et après il va se faire attaquer au corps à corps et malgré le fait qu'il soit hyper tanky ou que sais-je, ça va pas suffire, en fait. Donc typiquement, Idonets, c'est un match-up où, j'ai souvent joué contre et ça s'est fini à chaque fois où, j'ai plus grand chose sur table. Ou même, contre les Maltais où, bah, c'était en V2 où je me suis fait complètement table rasée au round 4. Ouais, parce Heu, que en voilà. fait, Idonet, c'est une course contre la montre où tu essayes de taper un maximum dessus pour que lorsqu'il arrive T3, il t'envoie pas 1 milliard d'unités en termes de létalité et que tu puisses à peu près tenir. Avec ton armée, en effet, c'est assez compliqué parce que t'as Kéros qui peut faire quelques BM, sauf que bon, faire des BM dans des Muren, Ishlaen qui sont éthérés, c'est bien, mais du coup, c'est des BM que tu fais pas dans les Dolons ou dans la Tortue. Sauf que si tu fais pas des BM dans les Dolons, dans la Tortue, elle t'arrive dessus. Et généralement, quand un Léviadon t'arrive dessus, tu tires la tronche. Enfin bon, en tout cas, c'est généralement ma sensation lorsque je me prends une charge de ce genre de monstre. Et donc, en fait, tu l'as très bien dit, la multiplication des menaces est soit couplée à soit une grande mobilité ou une grande tankiness, c'est pas de bol, les isolettes ont les deux, bah ça rend les choses très compliquées pour les gens du Premier Prince, parce que toi en fait t'as juste envie de courir un marathon avec ton adversaire et faire en sorte qu'il s'essouffle. Et Idonet il t'arrive dessus avec un bélier, et toi bah t'es là avec 3 fois 10 Plague Bearer, et il faut faire avec. Et 5 Fleshhound. Ouais, 5 Fleshhound, c'est vrai qu'il y a les Fleshhound qui sont... Non, les Fleshhound qui sont une bonne unité globalement, avec le changement des coups en pro, moi je trouve que c'est la meilleure unité corne qu'on a en termes de battle line maintenant, donc c'est Oui, clairement c'est bien. excellente, elle est vraiment excellente. Je peux pas le paramètre dans mon armée, les Fleshhound. Enfin, voilà, pour revenir un peu, dans le cas des Idonets, c'est outre ça, c'est aussi des armées qui ont, beaucoup de bulles très grandes avec leurs héros, où ils ont pas besoin de cibler qu'une seule unité, qui est très fort contre ce genre d'armée. Typiquement, je prends le cas de l'Eidolon, qui a une énorme, aura. Pratiquement même si tu le bloques avec Bellacore, son aura sera quand même à portée pour ses unités. Ouais, son aura, ça doit Heu, être 16 ou 18 pour la blessure, donc ouais, c'est une grosse bulle.
C'est énorme. Ouais. Bon, je sais plus combien c'était, mais je me souviens que j'ai joué contre, un pote, récemment. Il a posé son eidolon, il l'a fait sur TTS, donc c'est une partie sur TTS, où juste il a marqué le l'aura, elle faisait plus de la moitié de la table son aura. À ce stade-là, tu peux le bloquer autant que tu veux, il va quand même donner ses buffs aux unités, qu'il veut, en fait. Et donc, si Idonette c'est ton pire match-up, du coup, à l'opposé, pour toi, c'est quoi la armée que tu as envie d'affronter tout le temps, que tu gères à tous les coups, enfin à tous les coups, modulo le fait que tu fais une partie où ça se passe pas très bien, mais que tu peux gérer tout le temps quand les choses se passent correctement, ou que, en fait, voilà, une armée que tu crains pas, tout simplement. Bah, c'est les armées, très Death Star en fait, contre lesquelles j'aimerais bien jouer. Donc maintenant, c'est plus trop le cas en quelque sorte parce que j'aime bien jouer contre la compo Archaon, de Archaon Kairos, Tzeentch. Typiquement, j'adore jouer contre ce genre d'armée, maintenant c'est plus le cas. Les dieux ont pris un sacré coup, donc intrinsèquement, mon armée c'est un petit peu Ouais. nerf en quelque sorte, via le changement brusque des armées qui se font. Même par contre, maintenant, il y a quand même, comment ça s'appelle? Kragnos? Ouais, il y a Kragnos, ouais. À Kragnos, typiquement, j'ai envie de jouer contre. Si mon adversaire a mis, je crois 700 points ou 800 points avec les éventuelles unités qui vont un peu l'accompagner ou que sais-je, bah, c'est typiquement pour moi, c'est 800 points en moins à gérer pendant la Ouais. partie, en fait. Il va se faire bloquer par tout et n'importe quoi trop facilement, en fait. Hem, mais là où, j'ai un peu de mal, c'est que si maintenant il se met son objectif, ce qui sera pratiquement le cas quand tu joues un bon joueur, il compte pour 30. C'est donc j'aime bien jouer contre, mais à cause de cette règle-là, j'aime plus trop, en fait, tout simplement. Donc maintenant te dire contre quoi j'aimerais bien jouer, c'est un peu compliqué. J'aime bien jouer contre Dovhkiroken. J'aime bien jouer contre, j'ai envie de dire les, Stormcast, mais ça dépend de la compo, parce que j'aime pas trop les Raptors. Ouais, non, non, parce que les Et que Raptors, en fait, ils sont pas sur la table au début de la phase oui. de héros adverse. Et donc, Be'lakor, il cible les unités sur la table au début de la phase de héros adverse. Et donc, bah, les Raptors, ils tombent phase de mouvement. Et globalement, c'est fini avant d'avoir commencé pour Be'lakor. Ouais. Et encore, un Belgrade pas encore encaissé, mais le problème c'est ouais, Mm. ça fait juste trop mal en fait, hein. Même s'il tire 2 fois, c'est une galère, J'ai joué contre lors du tournoi, j'ai joué contre un bon joueur Stormcast, qui jouait, avec la version avec les 5 héros et 6 raptors. Bah, typiquement, ça c'était une liste qui était infernale pour moi, donc c'est toujours des petites unités. Là où moi j'ai eu de la chance, c'est que j'ai gagné l'initiative au moment où j'ai claqué, l'effet de Be'lakor, donc j'ai pu bloquer. Donc en fait, je lui ai donné à mon adversaire le tour, comme ça son unité de Raptor, elle pouvait pas agir pendant 2 rounds au lieu d'1 seul. Ça lui a fait rater 3 phases de tir en comptant celle, pendant la phase de héros. Bon, et typiquement, ça c'est j'ai eu de la chance parce que j'ai chaque fois réussi mon 3+, mais il y aurait eu un 3+ qui serait passé pour lui, enfin 1 ou 2, ça aurait été, très compliqué à gérer. Mais contre quoi est-ce que je pourrais être fort, de base? Contre Ogre, je suis plutôt bien, qu'est-ce qui est bien? Luminette, ça dépend, mais voilà, typiquement un Teclis, j'aime bien jouer contre un Teclis. L'armée va souvent s'articuler autour de lui, dans les compos avec, Teclis, et elles veulent toujours rester en build autour de lui, mais sur un 3+, le Teclis qui bouge pas, ça pénalise Mm. l'armée Luminette pendant longtemps, en fait. En fait, J'ai pas j'ai Teclis qui lance pas de sort, c'est chaud. c'est... Oui, Ouais, donc globalement, en typiquement, fait, oui. quand tu joues Be'lakor, tu veux jouer contre une liste d'armées où l'adversaire a employé un quart, un tiers, voire une moitié de points de liste dans une unité. Comme ça, toi, tu la bloques. Et derrière, bah, ça fait ça en moins à prendre en compte au moment crucial. Et en plus, tu peux, si jamais c'est une unité de corps à corps, tu peux le bloquer une fois avec Be'lakor, et puis l'empêcher de charger une deuxième fois avec Kéros, par exemple, ou le prince démon, et donc tu peux vraiment venir impacter le plan de jeu d'un adversaire qui joue des grosses unités très facilement. Non, c'est exactement ça. Ouais. Je serais vraiment fort, comme tu dis, contre les armées où il y a un gros investissement sur une unité en particulier ou 2, c'est possible aussi. Mais voilà, typiquement, c'est du contrôle, on n'aime pas jouer contre une autre armée de contrôle. Ouais. Ce que j'ai cité là tantôt avec, Tzeentch, jouer contre un Tzeentch, c'est infernal. J'ai moins de modèles que lui, il va juste, pour se poser sur des objectifs et je pourrais juste plus rien faire. Qu'est-ce qui est actuellement beaucoup joué, en France, que j'ai pas cité? Je ne sais pas. Bah, si, t'as parlé des Stormcast, on n'a pas parlé des Zorouk. Peut-être que Oui, voilà, les Zorouk, ouais, c'est qui vont très vite, hein, les Zorouk. bah, là, c'est un sujet assez, je pense que
Pas beaucoup de gens seront d'accord avec moi, mais j'ai une facilité contre les Iron Joe qui sont quand même beaucoup Mhm. joués. Parce qu'il y a beaucoup de menaces. Il y a quand même, enfin, en général, ça va être 6 cochons et 2 MK. C'est peut-être un peu beaucoup de menaces. On va dire une menace un peu en trop qui est un peu plus compliquée à gérer. Mais pour moi, j'arrive à le gérer. J'ai déjà fait beaucoup de parties contre. Typiquement, le démommage de Korn, Ouais, bah oui. c'est loqué à MK. Le deuxième peut se faire bellacoriser. Et l'unité de cochon peut se faire bloquer par des unités, par le Bellacor lui-même, par exemple. C'est quand même Rain-2, il est terré, il s'en fout. Et à côté de ça, t'as Kairos qui peut snapper les petits héros pour potentiellement même faire 6 BM sur un MK pour potentiellement le sécher avec le rage ou Bellacor. Parce que mine de rien, Bellacor fait quand même des dégâts un peu fixes, il peut faire assez facilement 8 dégâts assez souvent. Euh, Comme Rain-2, c'est pas moins 3 avec une de ses attaques. Et puis tu peux juste l'écranter en fait avec les Puis au porte-pestes, et fur et à puis mesure, derrière, t'es voilà, c'est... ouais, c'est ça, on prend le contrôle de la table et on bloque, on bloque, on bloque, tout en grattant au fur et à mesure les PV, jusqu'au moment où ça tombe, en fait, hein. C'est con, mais j'ai déjà vu le rage encaisser pendant 4 phases de combat, 2 MK en même temps. Alors, peut-être qu'il y a eu des jets improbables, c'est fort possible, mais ça a été le résultat de la partie, et au final, le rage a même gagné le combat. En fait, je suis même pas sûr parce que, en fait, les buveurs de sang, à la base, ou en tout cas, en fait, les buveurs de sang en corne, c'est-à-dire là où on les voit d'habitude, bah, ils sont en plastique. C'est-à-dire que tu tapes dessus une fois, ils tombent. Sauf que toi, ton buveur de sang, tu le joues en Légion du Premier Prince. Ça implique plusieurs choses. Toi, en plus, c'est ton général. Et vu que c'est ton général, ça implique plein de trucs. Déjà, il a la protection à 5+. Donc, on a vu que avant la FAQ qui nous a changé la destinée, que mettre l'amulette de la destinée, donc une protection à 5+, sur une unité qui a 10, 12, 14, 35 PV, et qui a une grande sauvegarde de base, ça la rend intuable. Donc toi, ça, tu l'as, en fait. Et en plus de ça, t'as l'artefact qui fait relancer les saves. En plus de ça, derrière, t'as Kéros, et coup de bol, le buveur de sang, c'est un héros, donc il a l'ordre de gloire. Donc si tu cumules tout, tu cumules bouclier mystique, ordre de gloire, défense sans règle, relance des saves, protection à 5+, 14 PV, save à 3+, relançable, il faut le tomber, le buveur de sang. Donc il est en effet très résistant, et moi ça m'étonne pas que tu puisses encaisser avec ta tête au moins une Mokrocha. Ouais, je trouve ça normal. Oui, un seul MK, ça, il n'y a aucun souci, tu vois. Deux, c'est un peu compliqué. Non, J'ai deux, réussi à le faire ouais. in extremis, hein. À chaque fois, il restait 2 ou 3 PV. Là où il y a eu un nerf, parce que c'est par rapport à la fac, par rapport à cette entrée-là ou Bellacore, c'est qu'on peut plus se soigner enfin, quand on est engagé au corps à corps. C'est un gros nerf, c'est un gros nerf. Non, là, j'ai pas avec des pincettes. C'est un gros nerf dans mon armée. C'est le principe même des unités, comme je dis, c'est de locker avec les deux papas. Donc clairement, c'est très pénalisant. C'est pour ça aussi que je joue le live storm. On n'a pas précisé, Ouais, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. typiquement, tu soignes pendant ton tour adverse ou pendant mon propre tour, à condition que ça ne se pas dispel. Ça se fait très facilement et en plus, on peut facilement le cacher. C'est un petit sort persistant, la Hmm. Swarm, hein. Et comme maintenant en V3, on peut plus dispel les sorts persistants sans les voir, bah, il y a moyen de le cacher à chaque fois avec les unités. Ça m'arrive souvent d'arriver à le cacher au moment où je le pose. Comme ça, il reste plus qu'un tour. Et typiquement, il va à chaque fois soigner un et 3 points de vie, un et 3 points de vie, un et 3 points de vie. Si on n'est pas engagé au corps à corps, plus un et 3 points de vie pendant le tour adverse, et ainsi de suite. Donc, le petit, imaginons, on entame violemment le rage ou Bellacore, il reste plus que quelques PV, potentiellement, il peut récupérer très vite ses points de vie en l'espace de quelques tours. Ouais. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ah, en fait, oui, en fait, maintenant, t'es obligé de choisir entre rester au corps à corps ou te soigner. Donc voilà, ça force à faire un choix. Bien sûr. Mais l'armée, elle est très intéressante, les gens du Premier Prince, et vu que toi, que tu la joues beaucoup, on a vu outre-Manche et aux US des joueurs qui jouent les gens du Premier Prince, parce que l'armée est très populaire là-bas, c'est une grosse armée de contrôle, c'est-à-dire que tu peux bloquer le plan de jeu adverse. Euh, Il y a des variantes de cette liste qui existent, il y a beaucoup de gens qui jouent la chose de manière différente. Il y a des gens qui jouent des aurores roses, mais bon, ça à la limite c'est une modification à la marge, hein, c'est juste une ligne de bataille, c'est tanky, c'est bien. Mais c'est plutôt au niveau des héros qu'on peut voir des changements sur les listes des Légions du Premier Prince, parce qu'il y a plein de manières d'aborder la chose. Bon, on voit forcément Kéros, on voit très souvent Kéros, pas forcément. On voit pas toujours Bellacore. Et par contre, il y a des trucs qui changent. Non, c'est vrai, j'ai vu des listes des Légions du Premier Prince sans Bellacore. C'est Ah assez, bon? ouais, c'est assez singulier. Et il y a un truc qu'on voit aussi parfois, on voit Sinessa ou Dexessa, donc les Keeper of Secret du Newborn, les nouvelles figurines là, qui sont sorties pour le supplément Kragnos. Et euh, on voit parfois aussi Scarbrand.
Alors, qu'est-ce que tu penses de cette unité-là? Et même si pour l'instant on l'a pas encore vu parce que le Battletome est tout récent, est-ce que tu penses que le Grand Immonde, c'est quelque chose qu'on peut incorporer dans une armée Légion du Premier Prince, que ce soit lui ou Rotigus, et qu'est-ce que ça t'apporte de différent en fait? Hem, que je commence par les héros, Ouais, on va faire dans l'ordre, parle des d'accord, keepers, de Scaraband, puis on verra après comment le Grand Immonde s'organise. ça va. Bah, tu as cité quand même des trucs qui sont hyper importants, moi je trouve, c'est par exemple Sinessa. Sinessa, je l'ai joué donc avant la fac, donc là, il y a quand même eu des hauts 100 points qui font qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est assez compliqué de la mettre en place, à moins de se priver, bah, de potentiellement des l'effet Shun ou du Prince Démon, ce qui me fait un peu mal au cœur de le faire. Mais voilà, j'ai joué avant ça, Sinessa, j'ai fait 15 games avec, j'ai eu 0 défaite avec. Cette entrée est juste incroyable, dans cette armée-là. Son gros défaut, c'est qu'elle lance qu'un seul Ouais, sort, mais elle s'en buff, mais potentiellement il y a Kairos qui peut l'aider à ce niveau-là. Heu, mais son choix de sort, enfin non, je vais même pas dire ça, parce que c'est un peu faux. Heu, elle en fait, elle a une connerie spéciale dans son profil, c'est qu'elle peut prendre n'importe quel sort du domaine de Slaanesh. ouais, c'est ça. Mais il y en a que j'en citais que 3 qui sont super forts avec elle, en tout cas dans cette composition-là, qui sont très axés contrôle, hein. Le premier qui est le plus, violent de tous, je trouve, c'est, portée de 12 pas, valeur de lancement de 7, qui permet de choisir un héros ennemi, pardon, à 12 pas, pour l'empêcher de lancer ou recevoir des ordres et il peut pas, sprinter, charger. Donc charger, je suis sûr, mais par contre pour sprinter, j'ai un doute. Typiquement, tu lances ça sur un MK ou, bon, je vais pas les Kratos parce qu'ils dispellent facilement le machin. Tu bloques encore un héros Ouais. pendant un tour, si pas 2, de la même manière un peu comme Be'lakor. Voilà, ce sort-là est juste infernal, mais il est dur à passer. C'est quand même 12 pas, potentiellement avec le spell portail et son gros défaut, comme je disais, c'est qu'elle a pas de boost à ses lancements de sorts. Donc ça, c'est assez, peu fiable. En fait, c'est une entrée qui est peu fiable, on va pas se mentir, mais quand ça passe, bah, tu es extrêmement content, clairement. Tu as un autre sort qui est, que moi j'adore, qui est, assez, en fait, qui permet de titiller un peu un héros ennemi, de loin, comme par exemple Morathi. En fait, il faut savoir qu'elle a une règle spéciale, Sinessa, c'est avec, 2 de ses sorts, donc ce sort-là que j'ai cité maintenant et le sort de son War Scroll, ça je citerai juste après. Donc le premier, en fait, c'est qu'en fait, ces 2 sorts-là, elle peut les lancer avec une portée de infini au lieu de portée de 6 ou 3 de base, des War Scroll, ce sort-là. Et l'un de ses sorts, c'est, qu'elle peut jette autant de dés que la caractéristique de mouvement de l'unité qu'elle a ciblée. Pour chaque 5+ qu'elle fait, c'est une mortelle sur l'adversaire. Sur une Morathi, c'est qu'un mouvement 14, bah, ouais, elle fait ses 3 BM d'un coup, enfin ses 3 PV pardon, voilà, en une phase, alors qu'elle est à l'autre bout de la table, imaginons. Donc il y a pas besoin de spell portail ou quoi, donc ça fait qu'on peut garder nos spell portail avec Kyros pour faire encore autre chose. Ou même encore pour un peu plus abuser, si maintenant on est face à un héros, ennemi qu'on a bien tué, qui a imaginons 8 PV et pas 6 que Kairos ne peut pas sniper, bah, typiquement on va lui potentiellement lui faire les 2 PV grâce à ce sort-là, pour ensuite infliger les 6 BM qu'il faut avec Kairos, via le spell portail, pour pouvoir invoquer aussi un spell au passage. Voilà, ces 2 sorts-là sur les 3 que je citais sont les plus insane. Le troisième étant que c'est son sort de profil, donc il y a aussi une portée infinie. En cible unité ennemie, il me semble qu'il faut jeter 3 dés. Si on fait égal ou plus que sa bravoure, on a plus un hit sur, cette unité-là. J'ai un doute, ça fait très longtemps que j'ai plus joué ce sort-là. Mais voilà, ces 3 sorts-là, ils sont vraiment incroyables avec, Sinessa. Par rapport à ce build-là d'armée, bien sûr. Autre, règle que Sinessa qui peut paraître anecdotique, mais qui est assez violent encore dans la Légion du Premier Prince, parce que l'armée a quand même un petit défaut, via ses invocations. Je prends l'exemple des Furies. Les Furies qui sont, on en a pas parlé là tantôt, mais c'est une unité d'invocation qui est extrêmement forte. C'est pas des stacks APV, mais par contre c'est une unité extrêmement mobile Ouais. et qui est très pénalisante à l'adversaire de gérer parce qu'elle a comme règle spéciale, déjà, elle bouge de 12, elle vole et sa spéciale, c'est que quand elle engage au corps à corps, au lieu de frapper, elle peut faire un mouvement. Donc en fait, elle ne frappe pas, elle s'en va. Un peu comme l'ancienne règle des Skinks à l'époque. Ouais. Sauf que là, on est quand même sur un mouvement de 12, ce qui permet d'aller très loin. Gros défaut de cette unité-là de Fury, c'est que il y a pas de champion dans cette unité-là. Donc si maintenant on envoie cette unité-là, vagabonder très loin de nos héros, bah, elle peut pas utiliser de point de co. Donc elle peut faire un mouvement de repli, pour faire un sprint pour voler un objectif ou que sais-je. Bah, Sinessa comme règle particulière, c'est qu'on peut utiliser, un point de co via elle, avec une portée de l'infini aussi.
C'est une règle qui est assez anecdotique au moment honnêtement, moi, quand j'avais testé Cinessa, j'avais un peu oublié cette règle-là et c'est en fait au moment où j'ai passé sur jeu d'unité que je me suis dit: «Tiens, je peux faire ça» et en fait, on n'a pas l'impression que c'est fort, mais en fait, au fur et à mesure que j'ai fait les parties, ça intervenait plus souvent que je ne le pensais. Ouais, en fait, c'est une latitude de fou parce que du coup, tu peux mettre Sinessa loin ou alors ailleurs, parce que tu as besoin d'elle ailleurs pour différentes raisons, et quand même profiter du fait de pouvoir bah, tout simplement immuniser Bravo les Furies, ou juste si jamais tu joues. Non, ça marchera pas avec Bellacore parce que c'est lui qui doit la lancer, d'habitude de commandement, si je me rappelle bien, pour faire hip-hop le truc là. Mais en tout cas, Oui. tu peux team une bravoure ou même relancer une charge si jamais tu as besoin d'aller attraper un truc ou contre un objectif. Donc voilà, c'est en fait. La latitude qu'offre Cinessa, si elle est un peu au hasard, si j'ai bien compris, parce que toi tu rates tes sorts, c'est très intéressant, les gens du Premier Prince en tout cas. Oui et aussi il a un excellent tir. C'est il Ouais, fait tir qui fait des le tir BM qui fait là. des BM, oui, c'est formidable comme tir ça. Et du coup, son homologue qui est Dexessa, qui elle pour le coup est juste une unité qui te fonce tout droit dessus, tu penses qu'elle est forte aussi en gens du Premier Prince, parce que du coup tu profites de la protection à 5+, en plus du -1 à la touche, si tu te places correctement avec ton général, et peut-être que ça la rend plus résistante, qui est un des gros points faibles de Dexessa en fait. Oui, oui. Bah, elle frappe bien, mais moi personnellement je suis pas fan. Je comprends que les joueurs, veuillent ou la jouent tout simplement, et qu'ils fassent du résultat avec, je le conçois totalement. Moi personnellement je suis vraiment pas fan. En fait, je trouve que ça ne suit pas spécialement le reste de la logique de l'armée, en fait. On a depuis le début que des héros enfin moi j'aime bien être très, on a un gameplay, on l'applique jusqu'à 100 tu vois? Bon depuis le début on a un gameplay très contrôle. Là d'un coup on se retrouve avec, un héros qui fait que taper. Vraiment lui son gros c'est que taper. Donc moi je suis pas spécialement fan, mais clairement je comprends que les joueurs la mettent, parce que c'est vraiment une unité qui peut utiliser un point de co gratuitement. Alors je suis désolé, je me souviens plus de ses règles par cœur, mais elle peut utiliser un point de co gratuitement, donc elle peut sprinter, charger, je crois qu'elle a un mouvement de 12 ou 14 avec le sprint auto de 6, elle va se remettre à 18 et charger très loin. Donc c'est pratiquement une balle de fusil, le machin. Ton adversaire peut pas l'ignorer et il peut difficilement l'ignorer, en fait. C'est ça qui est assez, frustrant pour lui. Donc c'est une très bonne entrée. Pas pour moi. Enfin, pas Ouais, pour moi dans en le fait, sens où moi je la mettrais pas parce que j'ai du mal avec. Je préfère largement mettre Sinessa qu'elle. Mais voilà, Siné je la trouve très bonne aussi, hein. bon, en fait, c'est une unité qui est très létale et qui quand même peut s'inscrire dans la dynamique de l'armée, pardon, dans le sens où dès que c'est ça, à partir du moment où tu as tapé, à chaque round tu gagnes une attaque. Donc en fait, plus la partie dure, plus tu tapes fort. Et le fait de pouvoir suivre l'armée dans le marathon, en fait, que tu veux forcer l'adversaire, c'est bien. J'ai l'impression qu'en fait, le rôle que cette unité remplit, c'est le même rôle que Scarbrand, mais en moins chez 1. Et est-ce que tu penses que jouer Scarbrand avec ou à la place d'un buveur de sang, c'est une bonne idée? Parce que d'un coup, tu arrives sur des unités que tu peux pas gérer au hasard des méga gargants, tu leur tombes dessus, ils tombent raides. Est-ce que tu penses que c'est intéressant ou c'est trop d'investissement de coût en banc pour que ce soit valable? À choisir entre Scabron et Dissessa, comment ça s'appelle encore Dissessa? Dès que c'est ça. Dexessa. Ouais. Je préfère, Dixessa à ce niveau-là, parce qu'elle est beaucoup plus mobile. Hmm. Scarbrandt, il a le défaut dans sa armée-là, c'est qu'il a qu'une attaque qui peut faire 8 à 16 BM. Son attaque de base, les 9 attaques, là, elles sont bien, hein, mais il est trop lent, en fait. Ouais. Pour moi, c'est un défaut qui est assez flagrant, en fait. Hem, je préfère clairement, Dissessa, Dinessa. Ouais. Non, c'est dès que c'est ça. Bah, de l'excès, en fait, c'est comme ça qu'ils ont fait le nom de l'unité, je pense. Ouais, en fait, Scarbrand, il est ni tanky, ni rapide. Et bah, du coup, c'est chaud l'homme de corps à corps. Mais il y a une dernière unité, du coup, enfin, cette dernière démon majeur qu'on n'a pas traité encore, qui lui cogne fort et est résistant, c'est le Grand Immonde. Est-ce que tu penses que la nouvelle mouture du Grand Immonde, avec le fait que ça tape comme un bus et que c'est très résistant, en plus de pouvoir t'autoriser à invoquer des porte-pèces, c'est intéressant de le sortir ou il coûte trop cher à 500 points? Bah, j'ai essayé d'en mettre un dans une liste, mais j'étais pas spécialement fan. Mais ce machin-là, c'est en fait, dans cette légion-là, ça devient l'une des entrées les plus létales du jeu. Je m'explique, il y a dans la légion un artefact qui fait que quand on fait des 5 plus non modifiés, Ouais, ça y est. on fait des 3 mortels et la séquence d'attaque s'arrête. Ce bigorneau-là, il a un profil d'attaque qui est nul à chier de base, mais c'est 15 attaques.
Ouais, ça y est, c'est Norgling. Je me rappelle de ce combo-là, en plus. Voilà, et Nurgling. Donc typiquement, rien que les 15 donc à la base, dans son profil d'armes, ces attaques-là, elles sont anecdotiques, ou elles vont dans le cas de Nurgle, elles vont plutôt apporter des maladies supplémentaires. C'est là où c'est intéressant pour cette arme-là. Ici, c'est pratiquement en moyenne 10 BM cash gratos, qu'on inflige, grâce à la Légion du Premier Prince, en fait. Ça fait mal. Pour l'adversaire, ça fait extrêmement mal 10 BM en plus. Parce qu'il faut compter aussi le fait qu'il piétine même un monstre sur de plus, en faisant 4 BM le cochon. Donc là, on est déjà sur une moyenne de 14 BM, sans vraiment frapper avec ses attaques de base, en fait. Donc oui, c'est une unité qui, à la base, devait être résistante. Bon, elle l'est, hein, 18 PV quand même, CEVA 4. Dans mon armée, elle a pas Ward A5, elle a Ward A6 de Ouais. base. Potentiellement Ward A5 s'il y a un papa à côté, ou si c'est elle-même le papa, c'est possible aussi. Mais non, c'est une entrée qui est extrêmement forte, extrêmement létale. Mais voilà, j'en reviens un peu, moi je suis pas fan dans le sens où quand j'ai fait l'armée, son coup au poing, rediminuait beaucoup l'impact, en fait les on va dire, pour moi les must-have de l'armée, c'est Be'lakor, Kairos, le Prince Démon. Encore le rage, je peux comprendre qu'on puisse le retirer, c'est totalement légitime. Mais voilà, ces 3 entrées-là sont hyper importantes. On est quand même déjà pratiquement à 1000 points. Ouais, Et derrière, on a encore un démon majeur, de Nurgle à mettre qui en vaut 500 et quelques, je pense. c'est Donc ça, il ouais. reste plus que 400 points et qui sont là et qu'on ne sait pas quoi mettre, en fait. Donc c'est assez compliqué de le mettre réellement dans les armées, si on veut avoir ce build-là ou alors retirer le prince démon. Mais son gros défaut pour moi, c'est qu'il a un mouvement de 4. Donc, il y a moyen de le jouer, ça peut être une des unités les plus incroyables à gérer pour, votre adversaire parce qu'il y a juste trop de PV, il est là, si tu le touches, il te met une mandale et tu dégages. Heu, mais voilà, pour moi, il a un mouvement 4, c'est beaucoup trop pénalisant, mais honnêtement, le mec qui le joue en face, je personnellement, je joue contre et qu'il me met l'artefact avec, je rigolerais pas tôt. C'est juste extrêmement fort, en termes de dégâts. Non, Mais voilà, ça s'esquive, en fait. ouais, c'est clairement super menaçant, de voir qu'en Légion du Premier Prince, en plus de pouvoir jouer contrôle, en fait, tu peux jouer contrôle quand tu fais ta liste, mais tu peux choisir ce que tu vas contrôler, en fait. Parce que bah, si tu joues la liste que toi tu joues, tu contrôles globalement un peu tout correctement. Mais si d'un coup, tu as décidé de te lever un matin et de te dire que tu vas contrôler les gens qui n'aiment pas les BM, tu peux sortir Sinessa et le Gantimond en même temps, avec Kéros, et là d'un coup ça commence à faire peur. Donc en fait, il y a pas mal de latitudes, même si c'est pas forcément le but le plus opti évidemment, mais il y a pas mal de latitudes en région du Premier Prince qui font que l'armée, bah, elle est intéressante dans le sens où, vu qu'il y a plein de choix, tu peux faire plein de trucs. Et donc du coup, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'armée et qui sait pas trop par où commencer? Est-ce qu'il y a un dieu sur lequel il faut s'articuler plus que l'autre? Est-ce qu'il y a des figurines qu'il faut absolument posséder pour pouvoir un peu apprécier l'armée, que ce soit Be'lakor ou Kéros? Et est-ce qu'il y a des erreurs de jeu à ne pas faire absolument, en fait, sous peine d'être puni instantanément par une défaite? Ouais, bah, déjà, je vais parler les must-have pour moi, qui sont hyper importants dans cette armée-là. C'est Be'lakor. Alors tu m'as dit à tantôt qu'il y avait des armées qui jouaient sans Be'lakor. Personnellement, j'ai un peu du mal à le concevoir. J'ai pas mentionné, mais dans cette armée-là, si on nomme Be'lakor comme général, Be'lakor gagne un point de commandement qui est quand même très fort. C'est à chaque phase de route, donc même pendant des routes adverses, heu, chaque unité de notre armée, soit un 3+, raise un des 3 modèles. Pas toutes les unités, seulement les unités, les Plague Bearers, les Daemonettes, les Furies, les Blood Eaters et les Aurores. Ouais. Les Brimstone, pas toutes les Aurores. Ouais, parce que de toute façon, les aurores, depuis. Parce que la règle a existé avant le nouveau War Scroll. Depuis le nouveau War Scroll des aurores, on peut plus refaire de remonter les figurines. Donc, Oui, en bah, fait, on ouais. peut les Aurores, elles sont considérées comme étant tuées, mais seulement à partir des Brimstone. Ouais, Les Pink et les Blue ne sont pas ouais, c'est considérés ça, comme étant voilà. tuées. Donc, Du coup, c'est pour ça qu'on peut pas ouais, les raise. Mais et encore là, je crois que c'est limité à un modèle et pas à ouais, des 3. c'est un modèle pour cette unité-là précisément. Ouais. Ouais, donc là, c'est double nerf dans le cas des Aurores, donc on va éviter d'articuler les Aurores dans ce type d'armée en mettant Be'lakor général. Mais voilà, pour moi, les must-have, c'est Be'lakor, c'est le Prince des Monts-Cornes et Sekiro. Ces 3 là, c'est les plus importants, c'est autour de ça qu'une armée devrait s'articuler et le spell portail qui va avec, bien sûr, avec Kairos, hein, c'est, trop, trop fort. Après, c'est un peu plus, pour moi, ça peut clairement partir plus dans des
aller dans vos délires, comme vous voulez, mettre un démon majeur de Nurgle, mettre, je sais pas, Sinessa ou, Dissessa, je sais pas comment ça s'appelle à chaque fois. Mais voilà, il y a pas que ces entrées-là, il y a aussi d'autres, hein, comme par exemple Scarbrand, qui même si j'étais un petit peu médisant envers lui, quand j'en parlais, mais il a clairement sa place dans une armée aussi, de Legion of the Firstborn. Ça reste un démon qui apporte quelque chose à l'armée. Si ça aurait été une entrée qui apportait rien à l'armée, je dirais non, mais lui, il peut apporter quelque chose, il peut apporter un peu cette létalité, cette saveur Mmh. que parce qu'en fait, le problème avec cette arme-là, c'est que si on n'aime pas jouer, contrôle, ça va pas nous plaire. Donc c'est il y a toujours on a toujours envie de pouvoir tuer des choses en quelque sorte, avoir un peu de létalité pour pouvoir déloger quelque chose. Je le conçois totalement, donc je comprendrais que vous voulez mettre, la version, corps à corps de Slaanesh ou la version, ou Skarbrand ou le Léon majeur de Nurgle, qui fait les patates 2 x 1. C'est totalement légitime, c'est tout à fait normal. Après en termes de battle line, je mettrais pas les Bolters ou les Daemonettes. Je partirais toujours sur des Fleshung ou des Plaguebearer ou des Aurores. Voilà, typiquement, le genre d'unité Daemonettes et Bolters n'apportent rien à votre armée. Pour 105 points, vous avez des Fleshung qui sont 5 points moins chers que les Bolters et même pas, 35 points moins chers que les que les Daemonettes. Non, on n'a pas Heu, parlé de la partie Slaanesh, enfin si, on a parlé des 2 démons nommés, mais on n'a pas oui. parlé de la partie Slaanesh générique, parce qu'elle coûte cher à cause des aptitudes d'allégeance que t'as pas dans l'armée. Tu vois, moi je les ai en vitrine Slaanesh, je vais pas sortir un Keeper of Secret en Légion du Premier Prince, et que voilà, en fait ça coûte beaucoup trop cher. Donc ouais, je comprends que tu préconises les autres lignes. Oui, mais dans le cas Battle.net après les héros de Sage, ils sont quand même plutôt bien, hein, Ouais, non, en le Keeper, mine de rien, tu le mentionnais tantôt, la Ward A5 fait que maintenant il est quand même assez solide. Le problème, c'est qu'il a un profil dégressif qui est quand même assez, ouais. qui est quand même assez handicapant. Je trouve que c'est un peu son problème. Heu, enfin le Keeper, je n'aime pas le jouer de base, comme il peut se faire, roar dessus, donc sur 3+, il peut pas utiliser point de co, donc il pourra pas frapper 2 fois et son profil dégressif qui est quand même assez, méchant, j'ai un peu du mal à pouvoir l'inclure dans ce genre d'armée. Par contre, le masque, les 2 héros qu'on a cités là tantôt, pour moi, ce sont d'excellentes entrées dans l'armée, hein. Une autre entrée que je trouve excellente aussi, c'est en corne, c'est le Karnak? Karadrak, ouais. Le Karnak, Karadrak, ouais, le enfin petit le héros. chien qui invoque d'autres flèches ouais. C'est encore une fois, c'est un héros qui invoque des unités, donc 5 Flechion, pendant le tour adverse. Mm. Donc encore une interaction pendant le tour adverse. C'est con, mais c'est encore quelque chose que ton adversaire doit prendre en compte. Et ça va dans le principe même de l'armée, le gameplay de jouer pendant le tour adverse, en fait. Mais voilà, pour moi, c'est les must-have dans cette armée-là, c'est Be'lakor, c'est le Kairos, c'est le Prince Démon. Après, il y a vraiment moyen d'être un peu plus fantasy. Juste les Battle évitez clairement les Daemonettes et les Bull Eaters. Les Daemonettes sont juste trop chers par Mm. rapport à leur allégeance, parce que leur allégeance est considérée comme étant plus forte pour jouer, du coup, ils sont beaucoup plus chers. C'est ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que l'armée s'articule autour de démons, d'autres BT en fait. Donc les coups en points ont une grosse variance en fonction de la force du BT en termes de règles, ce qui a un énorme impact, hein. Comme je disais, les démonettes, c'est le cas le plus flagrant. 140 points l'unité de 10, c'est beaucoup trop cher malheureusement. J'ai dit au début, mais apparemment, tu as beaucoup joué contre les Be'lakor qui lâchaient leur effet de Ouais. Be'lakor dès le round 1. Alors, ça m'arrive aussi de le faire par moment, c'est rare, mais ça peut arriver. On va souvent avoir tendance à le faire comme des gros alpha strike qui font que dès le T1, tu perds des entrées qui sont beaucoup trop importantes. Mais clairement, comme tu as dit là tantôt, il faut essayer de garder ses cartes en main. Pas les lâcher trop tard non plus. Vers le round 2, 3, c'est très bien. Round 4, ça commence à être un peu tard en général. Mais voilà, c'est clairement une armée qui a un aspect psychologique énorme. Quand est-ce que mon adversaire va le lâcher? Donc en fait, ton adversaire va toujours essayer de, mmh, de faire des actions en sachant que tu as encore des outils, en fait. Et ça va énormément le pénaliser Ouais. sur ses choix. Et le fait de déballer, tout d'un coup, alors je lâche, le dé spécial de Kairos, je lâche l'effet de Be'lakor, je lâche, je sais pas moi, je ressuscite mon prince démon, pourquoi on ferait ça? Mais voilà, typiquement, faut faire attention à ça, je vais plutôt dire, il faut savoir, activer les effets de ces règles, très contrôle au moment le plus fatidique en quelque sorte
et pas sur vas-y, OK, là, il m'a chargé avec 10 furies qui vont rien impacter en termes de points, enfin 10 furies, 10 furies, que sais-je, n'importe quelle unité, mais ça va avoir aucune incidence réelle à part me tuer quelques figurines. Est-ce que là, je claque mon effet pour que avec le dé de Kéros pour pas qu'il puisse l'en charger? Bah, typiquement non, il faut vraiment essayer d'avoir un impact énorme sur cette règle-là. Parce que si c'est mal géré, tout le reste de la partie va en découler en fait, négativement. Hem, OK. C'est aussi le genre d'armée qui est, comme tu as dit là tantôt, ça a pas spécialement beaucoup de points de vie, en tout cas au départ. Parce que mine de rien, si on a de la chance, on peut invoquer à tous les tours, tout comme on peut rater aussi à tous les tours, hein. Donc faut vraiment essayer de pas en jouer en fonction de se dire: «OK, là, je vais réussir mon invoque». Faire une invoque, c'est sur 3d6, pour le faire 10 ou plus, c'est 62,5 de chance de réussite. Pour ceux qui sont un peu plus matheux, donc c'est un peu plus de chance, un peu plus de 50 de chance de réussir. Mais il faut pas se dire que comme j'ai plus de 50 de chance de réussir, je vais spécialement réussir à ce tour-ci à invoquer une unité. Bah, typiquement lors du tour où on a participé la fois passée, Mmh. j'ai les 2 premières parties du 1er jour, j'ai invoqué en tout pour tout sur 10 rounds entiers, 2 unités. Donc j'ai invoqué 1 unité par partie, malgré le fait qu'on ait joué 5 rounds. Et puis quand c'est tombé sur moi, en 3 rounds, tu invoqué 600 points, c'est normal. C'était pas contre toi, c'était le lendemain par contre. C'était que le lendemain. Mais voilà, et la dernière partie, là, c'était l'effet inverse où j'ai invoqué tous les tours en fait. Donc faut pas se dire: «OK, les invocations, je vais tous les tours les réussir». En fait, si vous voulez, pour bien comprendre, moi je pense, on va faire une métaphore très simple. On va imaginer que les armées des of Sigmar, c'est des armes, d'accord? Les Oruk, c'est un bazooka, tu tires une fois fort. Et en Légion du Premier Prince, tu tires au sniper, c'est-à-dire que tu as 3-4 cartouches, il faut pas se rater, mais quand ça touche, c'est une catastrophe pour l'adversaire en fait. Et donc il faut absolument être vigilant avec tout ce que vous faites et les utiliser au moment opportun pour viser juste en fait, pour que ça se produise de la manière la plus positive, enfin pas la plus positive parce que ça affecte l'adversaire, de la manière la plus négative pour votre adversaire. Pour vraiment qu'en fait, au moment où il va faire quelque chose qui va renverser la partie en sa faveur, il puisse pas le faire et donc que du coup, la dynamique ne s'inverse jamais. Bah, ta remarque elle est extrêmement vraie. Faudrait qu'on discute plus souvent, j'aime bien. En fait, c'est typiquement, c'est là où, cette armée-là, c'est un peu compliqué pour un débutant de la jouer. Déjà, je vais pas conseiller un débutant parce que c'est quand même une armée qui est potentiellement vouée à mourir. Ouais. Elle a pas de BT en fait cette armée, hein. C'est triste à dire, mais elle a pas de BT en fait, En hein. fait, on On sait joue jamais on sait pas ce qu'elle va devenir. Parce que moi, par oui, exemple, à la sortie, donc l'armée, en fait, alors pour l'historique, elle a été sortie pour la première fois avec la sortie du supplément Colère de l'élu éternel. Et ça s'appelait à l'époque la Légion du Chaos Ascendant. Et lorsque vous la jouiez avec Be'lakor en général, vous aviez une sous-faction qui s'appelait la Légion du Premier Prince. Et moi, j'avais fait des listes de Légion Chaos Ascendant, j'en avais fait plein. Parce qu'on pouvait jouer tous les démons, y compris les Verminlords. Et moi, j'étais très content de mettre les Verminlords parce qu'en plus, les Verminlords, ils étaient tous super forts dans la faction parce qu'ils connaissaient des sorts qu'ils avaient pas. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsqu'ils ont décidé, pour une raison qui m'échappe, avec la sortie du supplément Be'lakor, de sortir les démons du dieu du chaos le plus puissant du lore de Warhammer Age of Sigmar de la faction. Donc, pour une raison qui m'échappe, on ne peut plus jouer les démons du grand racornu en Légion du Premier Prince. Et donc, on ne sait pas forcément ce que l'avenir peut réserver à ce genre de faction. Et bah ouais, c'est dangereux, c'est très dangereux. me parle pas de Vermilion, ça me fait encore trop mal. Ah non, c'était une catastrophe. Non, parce que c'est une catastrophe parce que l'unité est forte, d'accord? Donc c'est une catastrophe pour les joueurs qui aimaient bien la faction. Et pour moi, c'est une catastrophe parce qu'ils ont décidé de retirer le raccord de Légion du Premier Prince alors que c'est le meilleur du chaos, quoi. Moi, je trouve ça inadmissible. Non, mais c'est trop fort. On va pas Ouais. se mentir, c'est juste beaucoup trop fort. Aujourd'hui, tu me remets le Verminlord, je suis, heureux. Bah en fait, Mais les autres démons majeurs, à l'exception de Kyros, ils ont des petits sorts. Les Verminlords, ils ont des sorts de War Scroll de fou. Et ils ont un point faible en Skaven, c'est qu'ils n'ont pas de sorts en plus. Et bah, du coup, ils avaient des super sorts en Légion du Chaos Ascendant. Maintenant, les gens du Premier Prince, il n'y a plus de sorts et on peut plus les jouer. Donc le problème, il est réglé, clairement. ouais, non, c'est vrai qu'on a sauté, les domaines de magie, mais le domaine de magie est inexistant dans Ouais, cette non, mais armée. on n'en parle pas parce que en fait, il y a un sort qui fait taper les démons, sauf que les démons ne tapent pas bien. Donc en fait, vous avez un sort en plus et c'est tout. Donc,
Ah oui, je crois que j'ai jamais réussi à le placer j'ai fait combien de parties avec cette armée? C'est indécent. J'ai jamais réussi à mettre ce sort. Ouais, mais en même temps, je veux dire, entre lancer le sort persistant qui fait soigner, l'Umbral Spell Portal, le bouclier mystique et l'éclair du changement de Kéros, ou ça, le choix il est vite fait, je pense. Oui, mais même comme ça, même quand j'ai l'occasion de pouvoir le lancer, je le fais pas parce que je me dis: «Je vais peut-être me prendre un péril dans les dents», tu vois? Ah oui, bon, Donc c'est vraiment donc à voilà. ce sta tu vraiment honnêtement, j'ai joué à cette armée-là en me disant: «OK, est-ce que je jette mon sort de mon allégeance ou est-ce que je suis prêt à prendre un péril ou non?» tu vois? Donc voilà. Si C'est vous vouliez vraiment tellement mauvais. savoir l'utilité du sort, bah, sachez que quelqu'un qui joue l'armée de manière récurrente considère que c'est plus grave d'avoir une chance sur 36 de prendre des 3 BM que de réussir à lancer le sort. Donc voilà, le sort il est vraiment pas bien. Peut-être avec Scarbrand, peut-être, mais encore, je suis Ouais. vivant. Ah ouais, ouais, avec Scarbrand, ouais, ça peut être une bonne idée, mais sinon, moi, si c'est pour faire taper, si c'est pour te faire taper les Ouais, porte-pestes, merci, hein. Voilà, non, non, il est beaucoup trop mauvais. Mais bon, bref, je sais plus ce que je disais à la base, en fait. Non, mais voilà, globalement, si vous débutez les Légions du Premier Prince, déjà, assurez-vous d'avoir un dieu du chaos de préférence. Comme ça, le jour où la faction disparaît, vous jouez le Battle Tome du chaos que vous préférez. Et puis, si vous jouez cette faction-là pour la première fois sur votre première armée, prenez plus le temps que les autres de bien savoir ce que fait votre adversaire, parce qu'il est nécessaire pour bien jouer l'armée de faire les actions en fonction des choix de votre adversaire pour que ce soit impactant. Ouais. Donc si vous savez pas ce que fait l'adversaire, bah vous pouvez pas faire les bons choix. Il est important de connaître les armées, adverses. En fait, c'est typiquement le genre d'armée où tu dois plus connaître l'armée adverse que ta propre armée au final. Enfin, ta propre armée de façon de parler, parce que clairement, c'est une armée contrôle. En fait, de ce style-là, pas une armée contrôle avec beaucoup de points de vie et encore, même ça a besoin de connaître l'armée en face. C'est là les si tu fais une erreur de jugement sur l'armée adverse parce que tu connais pas bien, tu vas perdre tes parties, en fait. Là où un joueur qui connaît bien tout l'ensemble des armées, adverses, heu, il va toujours savoir faire quelque chose, en fait. J'ai jamais perdu de 20-0. Je crois que j'ai fait qu'1 ou 2 défaites avec cette armée-là, en comptant la V2, hein, qui avait, les mêmes synergies, mais pas spécialement le même méta, tout ce qui allait avec. Ah non, 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 non. En V3, j'ai qu'une ou 2 parties, défaites, mais en V2, je crois que j'en avais un petit peu plus. Mais voilà, pour dire à quel point cette armée-là, dans le sens où on sait toujours faire quelque chose, qu'importe l'armée adverse, à condition de bien la connaître l'armée en question. Je prenais le Calédonie qui était le pire match-up pour moi en quelque sorte, sans compter peut-être la liste avec, 120, Picora ou que sais-je. Heu, c'est typiquement, j'arrive à survivre à ce genre de match-up, à faire des points, parce que j'essaie à chaque fois de me dire: «OK, peut-être que mes effets vont pas passer, mais au moins je vais temporiser un maximum pour garder mes points de vie, pour, offrir le moins de létalité à mon adversaire». Si mon adversaire est honnête, il sait pas me faire des dégâts au round 1 et potentiellement même au round 2, je vais peut-être la perdre, mais au moins je vais gratter des points, au plus que je peux et peut-être même la gagner au final, hein. Tout en envoyer des petits spawns un peu par-ci par-là. Les fameux spawns. Mais ouais, ouais. Cette armée-là, elle demande une grosse connaissance de jeu. C'est ça que ouais, c'est qu'on disait tantôt. C'est je la conseillerais pas à un débutant mais pour un joueur qui aime le contrôle, qui est vétéran dans le jeu, un vétéran qui a les bases du jeu en tout cas, qui est sur un kiff, de changer littéralement de gameplay parce que c'est vraiment un gameplay à part, hein, clairement. Hmm. On le retrouve, comme tu l'as dit à Toto, on le retrouve nulle part ailleurs ce genre de gameplay. D'ailleurs, j'en suis un peu triste parce que je trouve que c'est un gameplay qui a sa place dans le jeu, je trouve. Heu, En fait, voilà, c'est le gameplay de mettre la pression à l'adversaire de cette manière. On la retrouve que dans une seule autre armée du jeu, sauf que c'est de manière beaucoup moins subtile, c'est en sob. C'est-à-dire que l'adversaire pose l'armée, et t'es là, tu fais bon, comment je m'en sors? Bah en fait, c'est voilà, c'est deux armées qui font ça, sauf que bah, les gens du Premier Prince, vous avez beaucoup plus de choses à décider et de subtilité que en géant. Donc ouais, c'est vraiment une armée qui est à part. c'est un peu plus, faut réfléchir en fait, faut Oui, vraiment ouais, voilà, réfléchir. c'est ça. Je dirais un peu plus voilà. C'est moi posé, objectif, voilà. Alors, c'est des Là, armées qui ont des c'est dynamiques vraiment très pas le cas à ce différentes. niveau. Bah écoute, merci Nicolas d'être passé. Je pense que maintenant c'est beaucoup plus clair sur comment jouer l'armée et comment aborder différentes choses.
Moi maintenant, je vais parler du coup en prochaine partie de vidéo d'une liste, je pense. J'ai choisi cette fois-ci de parler, des grands timons, donc je vais mettre un grand timon justement, parce que je voulais parler du combo, heu, qui est un combo qui est formidable, hein, pour faire des BM. Puis comme ça, on va voir un peu si on peut remplacer, le buveur de sang que tu joues, et de voir comment la liste s'articule si on décide de jouer plutôt Nurgle que Khorne. En tout cas en pilier principal de l'armée. Bah écoute, je te remercie à nouveau Nicolas, et sur ce, moi je te dis, à la prochaine. Ciao. Alors, on vient de voir comment on était censé jouer cette liste-là. Cette fois-ci, je vais vous présenter une variante qui est globalement la même, sauf que au lieu de jouer en épine dorsale des héros de corne, j'ai choisi d'inclure un grand immonde. Donc le combo d'artefacts qu'on va voir est différent. Alors, la liste de Nicolas, il avait un buveur de sang avec l'armure du pacte, et le trait de commandement Aura Ruineuse qui lui permettait de le rendre très résistant, protection à 5+, et relance ses sauvegardes. Moi, j'ai choisi d'incorporer un grand immonde avec un trait de commandement similaire, pour avoir globalement la même résistance qu'Undergold, c'est-à-dire qu'on a une protection à 5+, mais je n'ai pas pris l'armure du pacte. J'ai pris l'artefact The Furful Blade. Effet intéressant, le Grand Immonde, il a une arme qui a beaucoup d'attaques, qui a 15 attaques en réalité, c'est la Horde de Nurgling. Et donc, si vous mettez l'artefact sur cette arme-là, vous allez lancer 15 dés, et pour chaque 5+, vous allez faire des 3 blessures mortelles, ce qui fait en moyenne 5 des 3 blessures mortelles, en plus du grand potentiel d'attaque que possèdent les autres armes du Grand Immonde. Au niveau du plan de jeu, ça reste similaire. Nous avons des porte-pèces pour tenir la ligne, des chiens de corne pour s'avancer et prendre les objectifs, Be'lakor qui va attendre en fond de cours le moment opportun pour utiliser son aptitude et ensuite venir attaquer l'adversaire grâce à sa grande mobilité et sa grande létalité, tandis que Kéros va servir à plusieurs choses. Tout d'abord, grâce au spell portal, il va toujours lancer son sort loin, et il va pouvoir invoquer le Life Swarm pour soigner les héros. Et Kéros, il va donc servir à pallier à la lenteur de ce grand immonde qui avance 4 pouces par 4 pouces. Grâce à Kéros, on va pouvoir modifier un dé, et donc réussir une charge bien plus facilement si jamais on a du mal à arriver au corps à corps avec cette unité-là. Ensuite, le reste de l'armée repose toujours sur le même concept, c'est-à-dire avancer vos démons, grâce à la résistance des protections, tenir la table, faire de l'invocation au fur et à mesure des tours pour contrôler les objectifs, et utiliser des capacités destructives comme celle de Kéros ou de Be'lakor pour bloquer le jeu adverse et gagner la partie en l'empêchant de développer sa stratégie. Et bien c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si jamais vous avez une remarque ou une question à poser, n'hésitez pas à laisser un commentaire afin qu'on puisse discuter avec vous. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une analyse méta sur les Daughter of Kain. Salut salut!